premier qui va parler, c'est Charles Gouriot de Smart Impulse, qui a une innovation tout à fait intéressante qui peut impacter nos vies. Charles Gouriot. Bonjour, donc je suis Charles Gouriot, cofondateur de Smart Impulse. Alors, nous, on permet aux gestionnaires de bâtiments de faire des économies d'énergie. Aujourd'hui, tout le monde veut faire des économies d'énergie dans le bâtiment. Tout le monde. Et quand on rentre dans le concret et on se dit, bon, bah, comment on fait et combien ça rapporte, et bien là, ça se complique. Ça se complique parce qu'il faut mettre des capteurs un petit peu partout, il faut faire des études, ça coûte cher, c'est compliqué. Et nous, on a travaillé 7 ans de recherche et développement pour arriver à une solution qui rend ça beaucoup plus simple. Donc concrètement, nous, on a développé un compteur électrique de nouvelle génération qui s'appelle le Smart Analyzer, voilà, qui ressemble à ça. Et alors ce compteur, il a 2 particularités. C'est que d'une part, il est extrêmement simple à installer. Il est installé par n'importe quel électricien dans n'importe quel bâtiment en 2 heures, en moins de 2 heures et sans coupure. Donc il ne dérange personne. Et la deuxième particularité qui est intéressante, c'est que ce compteur électrique, il identifie la consommation de chaque type d'appareil dans le bâtiment. Donc il arrive à dire, vous consommez tant d'éclairage, tant d'informatique, tant de chauffage, tant de ventilation. Et du coup, on fournit une vision extrêmement claire aux gestionnaires de bâtiments de comment ils consomment, à quel moment. Et cette vision-là lui permet en fait de cibler des économies d'énergie directes. C'est-à-dire que quand on voit ce qu'ils consomment dans les bâtiments concrètement, et ben on se rend compte qu'il y a plein d'équipements qui consomment en continu et ça ne sert à rien. Et ça, c'est du gaspillage. Et donc, on a instrumenté, depuis la création de l'entreprise, il y a bientôt 5 ans, un peu plus de 400 bâtiments. Ça fait 2,5 millions de mètres carrés dans 16 pays. Et on se rend compte qu'en moyenne, on fait 15% d'économie sur l'électricité dans les bâtiments, juste en reprogrammant la façon dont les équipements fonctionnent, pour que les équipements consomment juste au moment où on en a besoin. Et ce qui est bien, c'est que ces 15% d'économie, ça permet de rentabiliser la solution en 1 an. Donc en fait, les économies, c'est juste rapportent de l'argent immédiatement, avec un investissement qui est vraiment, vraiment faible. Voilà, merci. Merci Charles Gouriot, Smart Impulse, une innovation qui peut changer nos vies. Et donc, ça va être une transition avec notre sujet, c'est la question de la périphérie, de centre-ville. Quelle altérité. Et à côté de moi, Esteve Admiral, qui est professeur d'innovation à l'ESAD de Barcelone, donc on voit le lien direct avec l'innovation. Cynthia Fleury, qui est philosophe, psychanalyste, professeur à l'American University de Paris et titulaire de la chaire de philosophie à l'Hôtel Dieu des hôpitaux publics de Paris, donc c'est quelque chose d'innovant également. Et puis notre ami Fernando Nunes da Silva, qui est professeur d'urbanisme et de transport à l'Université de Lisbonne, qui est vice-président de l'INTA, qui est un de nos partenaires, et qui est également élu municipal à Lisbonne, c'est-à-dire qu'il a un regard de praticien sur ces questions d'urbanisme et de mutation de l'urbanisme. Alors ma première question va être destinée à Fernando, justement. Le centre-ville et la périphérie, c'est des catégories presque intemporelles des villes telles qu'on les a connues. Maintenant, avec cette émergence des métropoles, est-ce que c'est durable? Est-ce que c'est viable? Comment ça doit être perçu? Comment ça doit évoluer? Fernando. Aussi, merci et bonsoir. Bon, si on demande à quelqu'un qui habite dans ces banlieues qui ont des problèmes, s'il y a une centre-périphérie, bien sûr, il te le dira tout de suite. Mais bien sûr, mais vous êtes fous, quoi. Vous êtes dans notre planète. Pour moi, comme urbaniste, c'est évident qu'il y a un centre, qu'il y a une périphérie. Et contrairement à ce que parfois on y dit, je crois que les inégalités entre centre et périphérie s'accentuent énormément au fur et à mesure que les inégalités sociales et économiques s'accentuent aussi. C'est-à-dire, si on va vers les années 60 au centre de Lisbonne et au centre de Paris, on voyait un mixage de classes sociales beaucoup plus intense qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, on a plutôt dans les extrêmes et toute une série comme disait quelqu'un dans l'ouverture, quelqu'un, c'était Madame la maire, entre le noir et le blanc, il y a toute une série de variations. Ces variations sont
peu à peu à disparaître, au moins dans des villes qu'on connaît plus en détail dans ce genre de trucs. Mais pour moi, le fait que ça existe, il y a deux choses qu'il faut, à mon avis, comme urbaniste, si on dit, je peux le dire, il y a deux choses qu'il faut absolument de pas croiser les bras, c'est-à-dire, d'une part, qu'on ne peut rien faire pour réduire certaines inégalités, primo, et deuxièmement, que dans la périphérie, on peut créer des centralités, on peut créer des centralités secondaires, on peut créer des identités, et on peut transformer ce qui a été en tissu diffus, sans cohérence, avec une monofonctionnalité très aiguë, soit au niveau des activités économiques et soit au niveau des classes sociales, avec les HLM en France sont paradigmatiques, et les bidonvilles au-dessous, c'est la même chose, les favelas, etc. Et on peut recréer la ville, on peut bâtir la ville aujourd'hui dans ces périphéries. Alors, moi je distingue ce genre de truc. Une chose, c'est un constat de fait qu'il y a effectivement d'inégalités, il y a des opportunités différentes, il y a des infrastructures, il y a d'urbanisation différente. Il y a même des barrières, par exemple au niveau des transports. Je ne sais pas si vous regardez les cartes de tarifaires dans n'importe quelle zone métropolitaine européenne au moins, ceux qui habitent au centre, ils paient toujours beaucoup moins de ceux qui habitent en périphérie. C'est-à-dire pour les gens se déplacer à son emploi, ceux qui sont déjà privilégiés parce qu'ils habitent au centre de la ville, ils peuvent se déplacer en une demi-heure ou même aller à pied, hein, ils payent beaucoup moins que les gens qui doivent faire 1 heure de train, plus 2 lignes de métro et peut-être encore quelque chose à pied ou en vélo libre. Et ça signifie quelque chose, c'est-à-dire ça introduit, si vous voulez, des barrières ou des contraintes à l'accès à ce que les centralités qui se sont formées historiquement pendant des siècles peuvent offrir. Alors on est en train d'introduire des inégalités aussi dans l'accessibilité à certains types de culture, à certains types de loisirs, à certains types d'espaces de rencontres qu'on ne peut pas répliquer de suite dans une périphérie, parce qu'ici, on a pris des siècles à les construire. Hein, et pas seulement on a pris des siècles, mais quand ils ont été construits, c'était pour une élite très très petite. Hein, et que, heureusement qu'avec la République, on s'est approprié de ces espaces qui ont été très élitistes auparavant. Et tandis que la périphérie, elle s'est bâtie dans les 40-50 dernières années. C'est la folie quand on voit les données de l'explosion de l'espace périphérique. C'est quelque chose d'une vitesse et d'une dimension qu'on n'a jamais connue entre nous. Et ça a eu comme résultat qu'on n'a pas réussi même si on le voulait, ça c'est une autre question, c'est une question politique, même si on voulait le faire, ça serait toujours très difficile de donner les mêmes conditions qu'on pourrait avoir dans la ville canonique, si on peut dire comme ça. Cynthia, donc les concepts de centralité et de périphérie donc, ont été exposés de manière historique par rapport à la vision urbanistique. Que peut dire le philosophe sur ce sujet ? Le philosophe, il peut expliquer effectivement qu'est-ce que c'est qu'un centre. C'est tout sauf une position géographique. C'est un principe d'attractivité, c'est un principe de désir convergent, c'est-à-dire que ça passe par là. On est au centre quand on a un sentiment que le lieu dans lequel on est capacitaire. C'est-à-dire qu'à partir de ce lieu, on peut faire des choses. Donc c'est ça un centre. Et on voit aujourd'hui que toutes les mégalopoles ont des multicentres. Et c'est ça leur force. Le problème, c'est pas tellement qu'il y ait de la périphérie, parce que s'il y a centre, il y a périphérie. Donc c'est Mais en revanche, le problème, c'est que la périphérie soit toujours stigmatisée par rapport au centre. Donc comment demain, on invente des capacités différentes, complémentaires,
entre la périphérie et le centre, par exemple. Une manière, et là, à ce moment-là, l'innovation, la reterritorialisation, la question de la nature, la question comment dire, de l'économie solidaire et sociale, etc., peut être réinvestie pour dire, tiens, comment faire vivre cette périphérie, parce que être en retrait parfois, ça peut être tout à fait opérant si on en fait quelque chose. Si on n'en fait rien, c'est plus possible. Or, qu'est-ce qui se passe? On a construit nos périphéries à partir des fonctionnalités, dormir, essentiellement, en gros. Et alors qu'on sait très bien que la charte d'Athènes, c'est une catastrophe, c'est très beau, si j'ose dire, extérieurement, mais en vérité, pour qu'un lieu soit capacitaire, il faut précisément qu'il mêle des fonctionnalités différentes. Or, on a des périphéries qui se concentrent sur une fonctionnalité, consommer, dormir, en gros. Hein, c'est essentiellement ça. On a un centre, le mall, le centre commercial, qui est une parodie de centre, et on n'arrive pas à inventer qu'est-ce que ce serait cette périphérie avec des principes d'attractivité différents, etc., etc. Bon. Donc pour moi, l'enjeu, il est là. Il n'est pas tellement, si vous voulez, de dire il faut descendre partout, parce que c'est faux. On aura toujours du centre et de la périphérie, mais de renverser cette stigmatisation négative et de voir qu'est-ce qu'on fait de cela. Par exemple, ce qu'a dit le professeur était très important, c'est-à-dire que quand on met 1 heure pour aller quelque part, il faut en faire quelque chose de ce temps. Si ce temps soudainement est utilisé pour travailler intelligemment, alors ça veut dire que tous nos transports doivent être repensés, ils doivent être connectés. On doit pouvoir bien travailler quand on fait 1 heure de transport, par exemple. Vous voyez, c'est des choses toutes bêtes, mais qui tout d'un coup montrent que c'est pas simplement une fatalité périphérie et centre, c'est des nouvelles capacités à inventer. Et là, l'innovation. L'innovation, Cynthia Fleury fait la transition, je n'ai même plus besoin. Estève. Bien, bonsoir, merci beaucoup pour m'inviter, c'est un dialogue très stimulant. Veuillez-vous excuser mon français, je n'ai pas français depuis longtemps, alors je ferai la tentative, Max m'a convaincu. Bien, l'innovation, peut-être on doit parler des opportunités. L'innovation, toujours, on parle des opportunités, et des opportunités qui existent aujourd'hui aux villes, aux sites. C'est les opportunités des nouvelles infrastructures qui sont admissibles. Des infrastructures comme par exemple Airbnb. Airbnb, c'est une infrastructure qui peut mettre la coordination avec des gens qui ont des appartements et des gens qui cherchent des appartements et peut le mettre, ces combinaisons, les faire une réalité. Et on peut utiliser cette infrastructure admissible aussi à la gouvernance des villes, aussi pour faire des choses de ville, pour la participation des citoyens. Et ces infrastructures ont une chose très intéressante. On ne parle pas des centres périphériques, ce sont admissibles. Ce sont des infrastructures virtuelles. Il n'y a pas de centres et de périphériques dans ces infrastructures. Alors on peut penser faire des choses différentes, des choses tellement qui sont plus égalitaires et qui peut avoir un milieu de participation pour tout. Comme ça, nous avons d'autres opportunités aussi d'innovation qui ont fait repenser nos cités et nos villes. Il a été dit que, bien sûr, entre le centre et la périphérie, il y a le terme, finalement, c'est comme entre le Père et le Fils, le Saint-Esprit, c'est la mobilité. Alors, dans ces espaces urbains à repenser, est-ce que Fernando peut nous parler de ce Saint-Esprit qui est la mobilité? Oui, on vient d'être dit justement que on pourrait profiter de certaines situations qui sont périphériques, ou qui sont plus en distance plus grande par rapport au centre traditionnel, ils sont concentrés historiquement toute une série d'activités, de pouvoirs, etc., d'offres, etc. On peut profiter de cette distance pour être plus connecté avec beaucoup d'endroits. Si vous regardez les grands systèmes de transport dans les grandes métropoles, ils ont toujours commencé pour être des systèmes radials, surtout à partir du chemin de fer ou du métro, des systèmes radials qui connectaient des différents couloirs jusqu'au centre.
Et aujourd'hui, ça, c'est pas possible de continuer à gérer des systèmes comme ça. On voit très bien ici à Paris, hein, il y a quelques lignes qui, dans l'heure de pointe, c'est pratiquement possible d'y aller, même avec déjà des systèmes 100% automatiques, ce qui donne des exploitations au niveau de capacité de transport les plus élevées. Cependant, dans les grands nœuds du système, si on commence à connecter des systèmes radiaux à partir des rocades, on l'a fait pour l'automobile et on devrait le faire pour le transport collectif de masse. La situation qui aujourd'hui est plus lointaine par rapport au centre, elle peut devenir un centre même géographique dans une partie de la région. Et c'est pour ça qu'il y a toute une série de réflexions et toute une série d'interventions. Et par exemple, la RATP, elle est en train de le faire dans certains dépôts de bus ici à Paris, qui étaient un peu en périphérie de la zone centrale pour rééquilibrer le mixage urbain, le mixage social de certaines zones de Paris. Et on le voit un peu partout dans les grandes métropoles, trouver quels sont les nœuds du système de transport qui ont une potentialité de connectivité très très forte, pas uniquement avec le centre, mais aussi avec toutes les zones environnantes, et à partir de là, créer des nouvelles centralités. Et la question pour moi, c'est qu'on parle de périphérie, mais il y a énormément de périphéries différentes. On a fait une étude dans mon école pour la région de Lisbonne, c'est une petite région, 3000 km², 3 millions d'habitants, alors c'est très petit. Mais de toute façon, quand on a pris des vecteurs comme mobilité, structure de dépendance, identité, fonction, densité, présence d'espaces encore agricoles, etc., on a détecté 6 types différents de périurbains périphériques dans la ville de Lisbonne, qui va des zones qui sont encore pratiquement rurales, avec des petits villages qui gardent encore son caractère ruraliste, hein, à des situations qui sont des villes moyennes, plutôt dortoirs qu'autre chose, mais de toute façon des villes avec 20 000, 50 000 habitants, pour le Portugal c'est déjà une ville moyenne, hein. Et entre les deux, il y a toute une série de différentes choses. Et je pense que quand on parle, et ça fait partie de la stigmatisation que vous avez dit justement, on dit la périphérie et on dit le centre comme si c'était des mêmes objets univoques. Ils ne sont pas du tout la même chose. Même le centre, c'est différent. Et les périphéries, bien sûr, elles sont beaucoup différentes. Il y a beaucoup de différences dans la périphérie, dans le périurbain, périphérie, etc. Peu importe le nom. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut traiter ces possibilités d'augmenter la capacité d'attraction, de renforcer le sentiment d'appartenance au lieu et d'identité, parce que ça, c'est une des questions clés dans la vie urbaine, sans laquelle c'est très difficile de faire marcher la démocratie, comme je dis. C'est-à-dire, si quelqu'un sent qu'il n'y a rien à voir avec la place où il habite, où il vit toute sa vie, qui n'a rien à voir avec la culture qui l'entoure. Alors pourquoi exercer mon droit de démocratie? Alors je préfère passer directement à la violence et à d'autres choses pareilles. Hein. Et alors ces deux questions pour moi, c'est attractivité des fonctions, mixage, soit du point de vue social, soit du point de vue de l'activité économique, et d'autre part le sens du lieu, l'identité, l'appartenance, recréer quelques traits d'identification entre les gens. Et ça va dépendre énormément du type de périphérie où je travaille. Par exemple, si je suis en train de travailler dans des zones où la vie rurale, ou quelques activités mi-urbains, mi-agricoles, où les traits des anciens éléments de structuration du territoire sont très fortes, c'est plutôt travailler là-dessus et préserver ça, comme par exemple on a fait dans le nord-ouest de Londres, où il y a eu une politique foncière très très dure pour éviter que les vieilles villages débordent, hein,
très très fort pour maintenir cette situation, parce que ce sont des éléments d'identification et de repère par rapport à tout le reste, pour tout l'espace environnant. Tandis que d'autres sites, c'est par exemple déplacer des grands des bureaux d'administration publique, d'autres activités économiques, hein, et aussi des classes sociales parfois plus élevées, avec plus pouvoir d'achat. On peut faire ça de différentes façons sans créer des gated cities, pour justement créer d'autres centralités. Et ça c'est possible. Par exemple, si on déplace un campus universitaire vers une petite ville de banlieue, ça change complètement le fonctionnement de la ville. Alors il y a beaucoup de choses qu'on peut faire là-dessus. Alors il y a plusieurs mots qui est très important dans ce qui vient d'être dit. Et entre autres, le lien qui a été fait entre la ville et l'identité. Si l'on remonte dans le temps, puisqu'on pense avec des mots, les mots ont un sens, là où on élit domicile, le lieu d'élection, l'élection, c'est la clé de la démocratie. Donc la ville est au cœur du processus démocratique. La démocratie est liée avec la ville, c'est un processus. Et le centre et la périphérie dans le processus démocratique, tel qu'on a projeté notre image de la démocratie, a été clé. Et donc là, je me tourne vers Cynthia pour dire comment peut-on réhabiter ce mot d'identité, je pense qu'il est clair. Ceux qui ont imaginé qu'on pouvait nier l'identité ont été certainement des fous, et on voit aujourd'hui que notre identité, par exemple, après les attentats, d'être une ville dans un pays démocratique qui révère les libertés et l'égalité, la fraternité, ça fait partie de l'identité. L'identité de la ville qui est Paris, pas seulement Paris, mais c'est ça qui a voulu, c'est cette identité-là qui a été au cœur la cible des attentats. Donc comment réhabiter ce concept d'identité à travers la ville? Alors la question de l'identité, elle est effectivement importante au sens du sentiment d'appartenance, mais la question de la citoyenneté, c'est-à-dire elle est tout aussi importante, c'est-à-dire que vous avez le sentiment d'être en appartenance, d'être en lien avec le territoire qui est le vôtre, quand vous avez le sentiment que vous êtes aussi souverain sur ce territoire. Et souverain au sens simplement, non pas du tout de la toute-puissance, mais souverain au sens de la citoyenneté. C'est-à-dire vous avez encore une fois, je reviens à ce terme qui est connu, de capabilities, donc capacité, effectivement je peux peser sur le destin de ce territoire, etc. Là où il y a un sentiment de périphérie, c'est quand précisément on a un sentiment de souveraineté confisquée. C'est-à-dire qu'en gros, qu'on soit là, pas là, c'est la même chose. Donc c'est ça aussi. Et bien évidemment, comment vous recréez un sentiment capacitaire? Très souvent, un campus, donc les universités, parce que de fait, dès qu'il y a des étudiants quelque part, il y a un phénomène de régénérescence, les associations, donc tout le système de la société civile, bien évidemment les administrations publiques, ou en tout cas des choses comme ça, des réseaux sociaux qui viennent, je l'ai dit tout à l'heure, les AMAP, les économies sociales et solidaires, etc., les jardins partagés, que sais-je, il y a 1000 façons de se réapproprier son territoire, de façon identitaire. Ça peut être un lien avec l'environnement. On a tous vu, autour de New York City, lorsque les sociétés, les mouvements sociaux environnementaux se sont ressaisis de la High Line et qui ont fait de cette High Line qui était en friche, qui n'existait plus, ils se sont dit mais non, ça c'est à nous. C'est notre identité. Et ils ont recréé ce lieu et ils en ont fait aujourd'hui quelque chose qui est profondément marqué, si j'ose dire, au niveau identitaire et au niveau de la vitrine, qui est profondément attractif et qui redevient un pôle d'attractivité. Donc à chaque fois qu'une population se ressaisit de la nécessité si vous voulez, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut qu'il y ait une part d'invention réciproque entre le territoire et la population qui est dessus. Si on arrive à faire ça, si on arrive à créer cette part d'invention réciproque, parce que c'est ça un espace public. Un espace public, c'est à la fois un espace qui produit des ressources, et en même temps, chaque individu se saisit de ces ressources et en fait quelque chose qui lui appartient. Qui n'est pas nécessairement, on n'est pas là, l'espace public n'est pas là pour dicter aux uns et aux autres ce qu'il a à faire. Non, on se saisit des ressources et on en fait quelque chose. Par exemple,
Un centre, c'est quand vous n'êtes pas obligé de passer par un certain type d'itinéraire. On voit très bien que dès qu'on a la périphérie, on n'a plus la maîtrise de son itinéraire. On est obligé de passer par là. L'espace public, normalement, c'est un lieu où je peux inventer mon itinéraire. Bon, donc tout ça montre que quand on a des périphéries, il faut qu'elles puissent dialoguer entre elles. Il faut qu'elles puissent inventer une vie indépendamment du centre. Où tout d'un coup, le centre se dit « mais moi, je ne fais pas partie de cette histoire. Qu'est-ce qui se passe là-bas ?» etc., etc. Bon, aujourd'hui, on a des outils pour ça. En revanche, est-ce qu'on a la volonté à la fois de donner les moyens et le financement, parce que quand même, tout ça, c'est du budget review, hein, et à un moment donné, il faut des sous. Là, en revanche, c'est une autre question. Estève, il y a plusieurs éléments qui ont été évoqués. Comment une population, et c'était l'exemple de New York, peut, en reprenant un territoire qui était une friche à l'abandon, qui était la High Line, et tout d'un coup en refaire une vitrine, c'est-à-dire comme quoi la périphérie peut être un centre d'attractivité, et donc, et pas forcément une centralité, c'est-à-dire que les mots sont importants. Et comment on peut réinventer, comment on peut innover la perception de ces territoires, la relation entre les gens et l'endroit dont ils vivent. L'exemple de la High Line était intéressant parce qu'on avait un endroit qui était une désespérance et puis qui tout d'un coup devient une fierté. Et ça change tout. Bien, peut-être il y a des moyens de faire ça, des moyens directs. Les Highlands, c'est un bon exemple de qu'on fait ça, de mettre des projets qui les gens de la ville peuvent participer et peuvent co-créer. C'est un moyen intéressant et c'est un moyen que beaucoup de villes font en ce moment. Les Highlands, c'est un bon exemple. Mais peut-être il y a une chose que pour moi c'est la plus intéressante. Les modèles de ville est en changement. Le modèle de ville, de ces villes avec basse densité, peut-être c'est une chose qui passe. On va à des villes d'autres densités, des villes très denses, et on va à des villes où les voitures ne seront pas les protagonistes. J'espère. Bien, à Barcelone, on veut réduire 20% en décembre. À Oslo, 2018, on veut être en ville car-free. Hambourg, c'était 2030. Eh bien, ça, c'est une opportunité de repenser et redéfinir la mobilité aux villes et aussi une opportunité très importante de reprendre d'espaces publics qui en ce moment c'est un espace public pour les autos. Reprendre tout ça, c'est repenser la ville et repenser la ville peut-être. C'est une opportunité pour les repenser la relation centre-périphérie, qu'est-ce qu'on peut faire à la périphérie, qu'on peut la périphérie devenir aussi un peu des petits centres comme d'autres villes. Fernando? Non, c'est très intéressant. Je ne sais pas si pour les autres gens c'est aussi bien, mais pour moi c'est super d'avoir écouté quelque chose ici, c'est très stimulant. Il y a une chose que j'aimerais renforcer, que c'est très important, et je pense que c'est une des questions clés. Je crois avoir aperçu aussi de l'intervention de Madame Anne Hidalgo au début, que c'est exactement, il y a aujourd'hui une contradiction très forte entre ce qui est notre système électoral démocratique et ce qui est notre territoire de vie. On vit dans différents territoires, hein, mais on vote uniquement dans le territoire où on habite. Et parfois, le territoire où on habite, c'est le territoire où on dort, parce que la plupart du temps, on n'est pas là. Alors, moi, je devrais, comme citoyen pluriterritorial, je devrais pouvoir voter dans différents niveaux qui ont à voir avec ma vie quotidienne. Alors, c'est pas la même chose de parler de région, de département, non, c'est pas du tout ça. C'est ce que les gens des transports, nous, on appelle les bassins de vie, c'est-à-dire on doit avoir une correspondance électorale entre ce qui est le territoire de mon bassin de vie, c'est-à-dire moi j'aimerais bien vivre vendredi soir au centre de Paris. Moi, chaque fois que je viens à Paris, je reste dans la cité bergère, dans un petit hôtel
au Grand Boulevard parce que je m'amuse à me promener à pied dans tous ces cafés-là, entre la Madeleine et la place de la République. Et pour moi, c'est super. Hein. J'aime bien voir ça, cette animation, de pouvoir fumer ma pipe, parce que maintenant on ne peut pas fumer à l'intérieur, alors comme ça je me promène. Et je vois qu'il y a énormément de gens qui sont des gens qui ne sont pas parisiens, hein, parisiens du centre, mais qui viennent là. Alors, cette accessibilité, c'est important, et on peut la garder. Mais en même temps, je devrais pouvoir avoir un autre type de centralité dans la place où j'habite. C'est-à-dire, je ne devrais pas, pour me promener avec mes enfants, de prendre la voiture ou prendre le métro ou le RER pour faire 1 heure pour arriver en parc. Ça, ou pour avoir une place où on peut se retrouver des gens de différentes générations qui racontent des histoires ou que jouent à la boule. Ce que je veux dire, c'est le suivant, c'est que je devrais pouvoir avoir ces différents niveaux territoriaux avec différentes réponses de centralité, si on peut dire, et en même temps avec un repère au niveau électoral. C'est-à-dire, je devrais pouvoir voter au niveau de la zone métropolitaine, je devrais pouvoir voter au niveau de ma commune de résidence, et peut-être je devrais au moins être consulté dans la commune de travail. Je crois que c'est difficile politiquement de dire bon, je peux voter aussi dans la commune de travail, ça c'est un peu compliqué, mais au moins je devrais pouvoir être consulté là-dessus. Et les nouvelles technologies aujourd'hui vont permettre de faire cette chose-là pratiquement en temps réel, c'est-à-dire il y a beaucoup de formes de développer cette participation civique sans être les systèmes électoraux traditionnels, lourds, tous en même temps, etc. etc. C'est pas la question des référendums à la Suisse, mais c'est quelque chose entre les deux qu'il faut peut-être penser là-dessus. Et une autre chose qui me paraît aussi intéressant, c'est que l'espace public, c'est la question clé de ce qui on parle beaucoup de choses. C'est effectivement l'espace public. Et là, la périphérie, elle a une chose qui peut être mise en valeur, c'est la proximité à la nature, la proximité aux espaces ruraux. C'est très important ça. Et on n'utilise pas cette caractéristique qui est très intéressante. Parce que justement, on est toujours en train de penser que pour les gens qui habitent la périphérie, le plus important, c'est d'arriver au centre. Ça, c'est une question, mais il faut renverser le regard. C'est-à-dire, il faut aussi se mettre de l'autre côté et de dire, bon, moi qui j'habite au centre, qu'est-ce que je peux gagner dans la périphérie? Il y a des choses à gagner là-dessus. Et si on commence à raisonner dans cette dialectique, peut-être qu'on trouve des solutions et on trouve des projets très intéressants. Alors je vais me tourner vers Estève et changer d'échelle. Parce que tout ça, c'est des définitions, des concepts que traditionnellement on inscrit dans un territoire. Estève vient de Barcelone, de Catalogne. Et est-ce que la Catalogne, Barcelone, c'est une périphérie en Espagne ou c'est une centralité? Donc il y a une dialectique qui est extrêmement intéressante et qui nous oblige à penser différemment les catégories mentales. C'est comme ça qu'on trouvera des solutions. Et donc, il y a un bassin de vie. Ce bassin de vie, il se connecte comment? Et donc, à partir de l'exemple de Barcelone et de la Catalogne, peut-être ça peut nous aider, après, en allant sur un territoire plus grand, de revenir à un territoire plus petit et de comprendre cette dialectique entre le centre et la périphérie. Bien sûr. Bien, Barcelone, peut-être une centralité à la Catalogne, pas un périphérique à l'Espagne. Bien sûr. Bien sûr, certainement. Avec les bassins de ville et les utilisations de l'espace urbain, il y a un changement aussi. Traditionnellement, on a travaillé à une place, on a vécu à une autre place, on a étudié à une autre place, mais c'est aussi un changement.
De plus en plus, nous avons des coworking spaces, nous avons des gens qui ne travaillent pas à une compagnie, à une entreprise, et ne travailleront jamais à une entreprise. Et ils font des choses liées comme des coworking spaces. Et ces coworking spaces sont très intéressants parce que ce sont intégrés dans des espaces urbains. Ce ne sont pas à la périphérie, ce ne sont pas des espaces seulement pour les industries, ce sont des espaces totalement intégrés dans les centres de la ville, les centres ou les périphéries de la ville, ces petits centres urbains. Et ça, c'est une chose qui est en croissance. Pas seulement pour les entrepreneurs, pas seulement pour les startups, aussi pour des choses qu'on peut dire urbanpreneurs ou citypreneurs, des petits professionnels qui vont faire leur activité et qui ne vont pas être une start-up, une grosse start-up, mais qui travailleront toute la vie à ces espaces comme coworking spaces. Ça, ce n'est pas une question de la redéfinition de l'espace urbain, c'est une question aussi de la forme que des villes font de la compétition avec eux, avec les collisions que les personnes ont à ces espaces urbains. Et les idées de ces collisions on peut avoir, et les opportunités de travail, et les opportunités de faire de nouvelles choses, et de l'innovation qu'on peut chercher. Toutes les villes ont été historiquement un crisol pour l'innovation. Ça, c'était au XIXe siècle, au XVIIIe siècle, ça c'était la normalité. Peut-être au XXe siècle, ça n'était pas comme ça. L'innovation, c'était aller au détour de la ville. Mais au XXe siècle, l'innovation s'est retournée au centre-ville, au centre de l'espace urbain. Et sa redéfinition de l'espace urbain, je crois que c'est tellement intéressant. Cynthia, et après, si la salle veut poser des questions. Oui. Sur le centre périphérie, est-ce que la taille peut être éclairante par rapport à la définition des fonctions? Oui, ben c'est-à-dire qu'on voit bien d'ailleurs que toutes nos villes, toutes nos mégalopoles, voilà, elles redéfinissent très clairement le rapport entre centre et périphérie, puisque plus vous êtes une ville européenne classique, construite historiquement autour d'un centre, plus vous avez quand même quelques soucis avec cette question de la périphérie, plus vous allez dans des villes, Sao Paulo, Tokyo ou je sais pas, d'autres grandes villes, vous avez des phénomènes où ils sont tellement étendus que de toute façon, c'est beaucoup plus compliqué de dire ce qui est périphérie, ce qui est centre, et la notion de centre devient assez obsolète. Bon. Et donc, ils sont dans une obligation de réinventer, sans parler du fait que, historiquement, ces villes ne sont pas non plus toujours dans un même rapport avec un patrimoine historique qui était à cet endroit-là, etc., etc. Bon. Moi, je voulais revenir sur une chose qui me paraît mais vraiment centrale. La pluriterritorialité du citadin. C'est-à-dire que ça, c'est fondamental parce que il faut comprendre qu'aujourd'hui, l'usage est une valeur qui est aussi importante, voire plus importante que la propriété ou la résidence. Et l'usage, c'est donc l'usage du travailleur, du consommateur, de l'enseignant, que sais-je. C'est-à-dire c'est cette fonctionnalité nouvelle qui fait que par l'usage, et non pas parce que je suis propriétaire, mais simplement par l'usage, j'accède à un certain type de droit. Et c'est très important pour protéger la mixité sociale et culturelle, parce que vous comprenez bien que quand vous ne faites référence qu'à ceux qui sont là pour voter et penser le destin de ce territoire, de fait, vous confisquez d'une certaine manière ce territoire à tous ceux qui en ont par ailleurs l'usage. Donc, ça, c'est un premier point sur la question de l'usage. Le deuxième point, c'est sur la question des commons, c'est-à-dire l'inappropriable, qui là aussi est une valeur très très importante, peut-être plus importante aujourd'hui dans les cités actuelles que, encore une fois, la propriété, l'inappropriable au sens où quelque chose qui ne peut pas être confisqué par certains. Et de façon large, nos espaces publics sont confisqués par la marchandisation et nos espaces publics sont confisqués par la performance. En gros,
faut que ça aille vite, les voitures, les machins. Alors que précisément, encore une fois, les espaces publics doivent faire place à, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire cette part d'invention réciproque entre les citadins et la ville. Sur la question de la pluriterritorialité, aujourd'hui, on a des outils qui pourraient permettre de faire vivre ça. On fait des applications pour compter le nombre des pas. Franchement, on pourrait quand même se mettre à faire des applications pour un tout petit peu faire de façon intelligente de la votation, de la concertation, effectivement, plus en temps réel. C'est-à-dire, c'est pas nécessairement sanctifié par le vote, mais c'est sanctifié par de la connaissance, par du data citoyen. Et ça, c'est à nous de créer aujourd'hui ce data citoyen pour précisément permettre une appropriation plus forte du territoire. Parce qu'on sous-estime, mais vraiment on sous-estime considérablement le pouvoir de cohésion sociale qu'est précisément l'innovation territoriale. L'innovation territoriale, c'est le premier lieu du compromis social et c'est un enjeu pour nous, démocratiques, et je renvoie vraiment à la situation d'aujourd'hui qui est problématique et qui montre à quel point notre territoire est divisé. Notre République n'est pas indivisible, mais précisément l'innovation territoriale, c'est un enjeu considérable pour faire cette refonte de la citoyenneté. Dernier point, c'est d'autant plus nécessaire qu'aujourd'hui, espace privé, espace public, c'est quand même largement reconfiguré. Que demain, la question du travail, et même aujourd'hui, en fait, il n'y a plus de postes, il n'y a plus d'emplois, en tout cas pas aussi statutairement efficace. En revanche, tout le monde travaille tout le temps. Donc vous travaillez chez vous, vous travaillez dans les transports, vous travaillez dans les espaces de coworking, etc., etc. Donc nécessairement, là aussi, demain, vous avez une ville qui doit se réinventer parce que ces grands items de base, le travail, ben c'est là aussi, c'est plus simplement lié à une certaine fonctionnalité. C'est beaucoup plus vaste que ça. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? À ce moment-là, je demanderai qu'on passe le micro. Si le micro n'est pas prêt, je vous demanderai, pour qu'on aille vite, de vous lever et de parler vigoureusement. Allez-y. Voilà. Voilà. Oui, bonjour à tous, je m'appelle Albert Ray. Je m'étonne que sur un thème binôme centralité et périphérie, on n'ait pas dit un mot sur la richesse extraordinaire de la périphérie, les jeunes. C'est une richesse folle, c'est-à-dire c'est de l'innovation, c'est de l'énergie, c'est des capacités à entreprendre. Et ce qui est aujourd'hui une faiblesse doit devenir notre force. Donc, j'aimerais... Moi, j'ai l'impression que ça a été dit, hein, donc c'est terrible, mais on l'a redit qu'il fallait précisément que le centre sache se nourrir de ce qui est en périphérie et que précisément, lorsqu'elle était liée à de l'innovation et qu'elle redevenait un principe d'attractivité, de fait, c'était tout l'enjeu, c'était de renverser cette stigmatisation. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait. Hein. Donc, non, je pense qu'on l'a... Non, je suis d'accord avec vous, mais justement on a fixé cette histoire quand on a dit qu'on devrait aussi se mettre avec un autre regard, celui qui est dans le centre et qui regarde vers la périphérie, et pas uniquement pour se demander comment on peut apporter tous les gens de la périphérie au centre, parce qu'il y a effectivement beaucoup de choses qui sont intéressantes là-dessus, et une d'elles, pour moi, la plus importante, c'est que dans la plupart de la périphérie, les couloirs naturels et la relation entre l'espace urbain et l'espace à structure rurale, c'est mieux dire comme ça, à des territoires qui sont structurés par une fonction rurale, que ça existe et que ça c'est fondamental aujourd'hui pour avoir un peu les pieds sur la terre quand on commence à discuter des choses. Ça c'est une des questions. Mais il y a d'autres questions. Donc il y a madame, il y a une question. Parlez dans le micro. Mais effectivement, l'équation entre le centre et la périphérie et la valeur de la périphérie par rapport à la reconstruction de notre vision, je crois, était dit et revendiqué par tous les intervenants. Madame. Oui, bonsoir. J'ai écouté avec intérêt votre échange là sur les villes et leur périphérie.
j'aurais envie de vous questionner sur le fait qu'aujourd'hui en France, il y a bien un centre au niveau des emplois qualifiés qui se trouve globalement en Île-de-France. Aujourd'hui, quand on est jeune diplômé avec un bac plus 5, on va trouver un emploi en Île-de-France, on va s'établir en Île-de-France. Et en région, eh ben, il y a très très peu d'emplois qualifiés. Aujourd'hui, il y a une forte redistribution. Le PIB est produit en France, principalement en Île-de-France et un peu en Rhône-Alpes, et le reste des régions bénéficient d'une redistribution nationale. Voilà, ma question, c'est comment réorganiser ça aussi, cette relation entre un centre où se trouvent les emplois, qui est l'Île-de-France, et une périphérie qui est le reste du territoire national. Là, c'est une question, enfin, peut-être Cynthia, mais c'est vrai que ce serait plus une question dirigée pour un élu politique, puisque là, c'est un projet politique avec une vision politique. Pour un élu et pour un économiste, et puis une réorganisation des politiques publiques, mais de fait, vous êtes un peu dur. C'est-à-dire que oui, il y a des emplois qualifiés tout de même. La France est un pays centralisé qui se bagarre depuis 25 ans pour acter sa décentralisation qui, normalement, sur le principe, est faite et, bien évidemment, ne l'est pas. On a réorganisé les universités. On est au début de cette réorganisation. On avait, je ne sais plus de 80 universités. On a créé des pôles, précisément, pour mettre en amont de cette qualification économique déjà des centres universitaires qui sont constitués autour de compétences, qui font venir des entreprises. Encore une fois, créer l'attractivité économique, ça ne se décrète pas. Si vous voulez, c'est quelque chose qui est endogène, c'est quelque chose qui se fait avec la volonté des citoyens. Lorsque tout d'un coup on crée des lignes TGV ici ou là, bien évidemment, on reconfigure considérablement la décentralisation et la possibilité de ne pas simplement avoir ce centre de l'Île-de-France. De plus en plus, on le voit au niveau culturel. Alors ce n'est pas l'économie, mais regardez comme depuis 15 ans, vous avez chaque ville qui a attrapé un item, l'histoire, c'est à Blois, l'économie, c'est à Lyon, Nantes, c'est la musique, Lille, c'est la philosophie, Grenoble, c'est la démocratie, que sais-je, et on a vu se reconfigurer déjà cette attractivité culturelle qui était pourtant, il y a 20 ans, pas du tout au même endroit. Et aujourd'hui, il ne viendrait mais à personne d'être dans cette idée d'une Île-de-France qui n'est pas en connexion directe avec les différentes grandes villes de la France. Mais c'est quelque chose, effectivement, qui renvoie à une stratégie universitaire, une stratégie économique, une stratégie de société civile, une stratégie de décentralisation réelle et des moyens donnés aux régions. Enfin, c'est une vaste question. Monsieur, une question ? Oui. Est-ce que ça marche là ? Oui. Oui, je voudrais justement poursuivre sur ça ne se décrète pas, parce qu'effectivement, le débat, c'est comment se construit la ville. Et la réflexion, c'est comment se construit la ville. Et mon interrogation, c'est... pour alimenter le débat, c'est quelle est l'influence, les conséquences de l'équipement public, de l'investissement public dans la construction justement de la ville et dans l'apparition justement des segmentations, des relégations, des périphéries. Je prends quelques exemples. La distribution de l'appareil d'éducation induit des inégalités dans les territoires qui sont très fortes. Et l'appareil d'éducation, c'est un appareil public. L'installation d'un système de transport, il a comme conséquence une revalorisation foncière considérable sur les pourtours de l'équipement qui est réalisé. L'exemple qu'on citait tout à l'heure, interdisons les voitures ou réduisons les voitures, à qui cela va-t-il profiter ? Aux habitants du centre, qui seront moins dérangés et qui auront moins de pollution. Et est-ce que ça ne va pas défavoriser les habitants de la périphérie, enfin d'une certaine périphérie en tout cas, qui auront plus de mal à se déplacer ? Donc il y a dans toutes les décisions publiques, comme ça, une composante de conséquences sur la construction de la ville, dont on a le sentiment qu'elle n'est d'ailleurs pas toujours prise en compte et qu'elle accentue même les clivages et les relégations. Donc la question c'est plutôt le comment faire, quoi. On n'est pas dans l'incantation. C'est comment on peut, par quel mécanisme peut se construire des villes différentes. On va donc c'était pas tout à fait une question.
mais c'était une intervention tout à fait intéressante. Peut-être une conclusion, Fernando, Cynthia et Estève, en chacun 1 minute maximum. Okay, alors, la première chose, c'est de dire que pour qui comme moi, qui a des rapports avec la France depuis 1973, on a assisté à une redistribution de centralité dans tout le territoire national énorme. Alors ça peut pas nous faire oublier qu'on travaille à différents layers, tels comme les systèmes d'information géographique, et il y a un layer qui est des villes globales dans le monde, et là c'est Paris, point final, ça ne vaut pas la peine d'en discuter. Mais ce qui est important, c'est d'autres choses, c'est de voir que dans d'autres villes dans le territoire français, se sont développées des capacités d'attraction, des expertises, si on peut dire comme ça, qui sont super intéressantes et qui, là, sont été les politiques publiques qui ont joué un rôle fondamental, soit au niveau de l'accessibilité, soit au niveau de la volonté politique de décentraliser, par exemple à Toulouse, tout ce qui est l'aérien, etc., à Lyon, les universités, tout ce qui est lié au transport, etc. Ça a joué un énorme pouvoir. La deuxième chose, c'est de dire que il y a ici une question culturelle. Il y a un peu le mythe, pour les jeunes générations urbaines, il y a un peu le mythe que les opportunités elles existent uniquement dans les grandes villes. Je crois que ça existe encore comme quelque chose qui est dans la tête des gens. Ce n'est pas tout à fait le cas. Les opportunités existent parfois encore mieux dans des villes moyennes. Ce qui est important, c'est d'après garantir que les gens puissent utiliser la ville centrale, la grande ville, la ville globale d'une façon tout à fait accessible, c'est-à-dire avec des prix qui nous permettent de faire un week-end prolongé à Paris pour voir des expositions, pour aller en spectacle culturel, c'est pas possible de l'avoir chez nous. Et ça, il faut jouer dans les deux sens. Cynthia ? Oui, je crois que indépendamment des conséquences majeures des équipements, des investissements publics. De toute façon, ce sont des stratégies multipartenariales, c'est-à-dire qui nécessitent une articulation très très forte entre le public, toujours le public, et précisément pas entre un manque de présence publique, mais effectivement aujourd'hui le public toujours articulé aux civils, aux entreprises, à l'université, aux médias, parce que si on peut créer des pôles qui bien évidemment viennent communiquer sur ces nouveaux lieux, donc ça me paraît évident. Ça me paraît évident aussi que c'est à nous aussi de lutter contre ce mythe, même s'il y a une réalité, ce mythe du fait que, soi-disant, la grande ville, c'est forcément plus d'opportunités, c'est aussi plus de vulnérabilité. Donc, il y a aussi à se réintéresser à des formats du territoire plus adéquats, plus humains, pour penser un nouveau type d'activité. Et c'est assez attractif pour une certaine partie des jeunes gens. Ça, c'est un autre point. Et puis, dernier point, on sait que de toute façon, c'est l'enjeu majeur des démocraties, au sens où la ville, c'est aujourd'hui 40% du PIB mondial, demain c'est 60% du PIB mondial, les grandes villes. C'est les lieux les plus vulnérables parce que précisément les populations y sont, et c'est en même temps les lieux les plus polluants. Donc ces trois caractéristiques qui font que de toute façon l'enjeu véritablement politique, et moi je trouve que c'est une bonne chose parce que c'est un enjeu politique, donc oui c'est l'interventionnisme des acteurs politiques qui est à repenser ici, qui est déterminant demain. Merci. Estève ? Oui, mon petite réflexion, c'est que en ce moment, nous sommes en changement de modèle aux villes. Et avec ce changement, nous avons beaucoup d'opportunités. Mais ces opportunités, il y a beaucoup de villes possibles. C'est à nous de décider quelle est la ville de toutes ces villes possibles que nous voulons. Et si on ne prend pas cette opportunité, on la prendra. Et d'autres personnes la prendront et nous serons un modèle de ville emporté de Saoul qui sera ici. Alors c'est le lieu pour tous nous de prendre ces décisions et de décider quel est le modèle de tous ces modèles possibles qu'on veut pour notre ville. Merci. Eh bien...